voir hein. un film de quelqu'un qui n'appartient à aucun gang, ni au gang de la Fémis, Mais ni au gang j'appartiens pas au gang de la Kassovitz. Fémis. En tout cas, je me sens Non, pas mais ça me plaît de dire ça fait une liaison comme ça. Alors, il n'appartient à aucun gang. Il s'appelle Gérard Courant et depuis 1973, il fait des films qui ne ressemblent à aucun autre film puisque, vous allez voir, il va nous le dire. Gérard Courant. Alors vous travaillez, Bonjour. vous travaillez dans le cinématon, vous. Oui, entre autres, c'est une bonne partie de mon activité, oui. En fait, depuis 1978. Hein. Ouais. Mais j'ai commencé à faire des films dès 1970 à l'école avec des copains. Et puis, Comment, alors, avec une petite caméra Super 8? Oui, avec une petite caméra Super 8. Puis après, j'ai fait un premier long métrage expérimental en 77 qui avait été primé à Belfort. Et puis, j'ai commencé les cinématons début 78. On va fêter les 18 ans du cinématon. Et là, maintenant, j'ai filmé près de 1800 personnes. Ça représente, je crois, 118 heures de film. Il y a déjà eu des grandes rétrospectives. Vous stockez ça où? Vous savez, chez moi, c'est transformé en cinémathèque. Il y a des. Il y en a dans la salle de bain. Il y en a absolument de partout. Il y a également des dossiers, il y a des cassettes vidéo, il y a des photos. Enfin, il y a des dossiers de presse. Il y en a absolument de partout. Pour entrer chez moi, c'est assez difficile. Et votre femme dit, on ne peut pas faire le ménage avec tout ça. Non, mais maintenant, je vis seul parce que c'est plus possible de vivre à deux. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, il faut que j'habite dans une grande maison et je réglerai tous mes problèmes. Et sans enfants surtout, parce que sinon, ils vous déchirent tout. Oui, là, s'il y avait des enfants, là, ça serait terrible. Donc, expliquez-nous, vous avez mis des tas de gens, de Wim Wenders à Faude, Jean-Luc Godard, au Gloupier, l'entarteur du cinéma. Vous le connaissez, oui. J'ai lu un peu quand même. Non, et vous les avez mis devant une caméra et vous leur avez dit, faites ce que vous voulez. C'est ça, mais dans des règles très précises de cadrage. Donc, c'est un gros plan, un peu une photo d'identité. C'est le même cadrage que la photo d'identité. C'est en cinéma muet, ce qui est un exercice très délicat et très difficile. Et il n'y a qu'une seule prise. Ça aussi, c'est très difficile. Et après, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent même utiliser des objets s'ils le désirent. Mais ces règles qui sont absolument les mêmes depuis le premier cinématon obligent les gens à se mettre en scène d'une façon très très particulière et ça donne des résultats souvent surprenants, mais pas si surprenants que ça quand on connaît bien les gens. On s'aperçoit que c'est très révélateur des gens. Quand il y a des spectateurs dans les salles de cinéma qui connaissent par exemple un cinématonné, quand ils sortent de la salle, ils disent « mais qu'est-ce que c'est lui ?» ou « qu'est-ce que c'est elle ?» alors qu'il n'y a pas la parole. Comme quoi la communication peut très bien passer par autre chose que la parole. Mais vous ne vous foulez pas beaucoup en faisant ça. C'est le film sans doute le plus paresseux de toute l'histoire du cinéma, vous savez. Moi, mes frères, si vous voulez, ce sont les frères Lumière. Eux, c'est... Vos frères? Oui, c'est bon, mes grands... Oui. Bon. De rêve, oui. Voilà. Mais eux faisaient un peu la même chose, en définitive. Ils posaient leur caméra dans leur tout premier film et ils filmaient un événement. Alors évidemment, le cadrage était très étudié. Là, il n'avait que 50 secondes de pellicule, mais c'était un plan fixe. Et moi, j'ai toujours dit dès le début, dès mes premiers cinématons, que les cinématons étaient un hommage aux frères Lumière. Je n'ai pas attendu le centenaire du cinéma pour le dire, mais j'avais fait un gros livre sur le cinématon avec 1000 photos extraites des 1000 premiers cinématons, et le livre était dédié aux frères Lumière. Donc, je suis lyonnais en plus, donc il y avait quelque chose au départ. Il y a quelque chose dans l'air de Lyon qui est cinématographique. Voilà, absolument. Mais alors, quand on a pensé vous inviter dans cette émission, on s'est dit, essayons de trouver le film où la personne cadrée fait le plus de choses. Oui, c'est très difficile. Vous nous avez indiqué. Il y a une sorte, il y a un peu une surenchère parce qu'il y a des gens qui font oui, mais il y a des gens qui ne font rien, puis il y en a d'autres qui font plein de choses. Alors quand il y a des futurs cinématonnés qui voient une personne qui fait beaucoup de choses, elle se dit je vais essayer de faire mieux. Alors il y a un peu une surenchère comme ça. Bon, nous on s'est dit qu'avec Terry Gilliam, il se passerait quand même sûrement quelque chose. Et voilà le Terry Gilliam. Ça vous prend beaucoup de préparation de faire ça? Alors, ça dépend. Là, le Terry Gilliam, je l'ai rencontré, c'était pendant le festival de Deauville, et je l'ai filmé 5 minutes après. Par contre, il y a des gens que j'ai filmés 10 ans après leur avoir proposé, parce que ces personnes m'ont dit « ça me passionne, il faut que je réfléchisse ». Et je les revois un an après. 10 ans à réfléchir. Ah oui, je connais Jean-Paul Fargier, le vidéaste. Lui, ça a pris exactement 10 ans entre la proposition et le tournage.
chaque fois que je le voyais, il me disait « Je ne suis pas encore tout à fait prêt, mais dès que je serai prêt, je te préviendrai. » Et un jour, je le vois, il me dit « Je suis prêt, on tourne quand tu veux. » Et donc, lui, il l'a vraiment complètement préparé, il l'a vraiment pensé complètement, et c'est vrai que le résultat est très étonnant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est filmé dans sa cave, en train de déguster un vin qu'il fabrique, parce qu'il a des vignes du côté de Nîmes. C'est un hommage à son père. Enfin, il y a tout. C'est vraiment quelque chose de très étonnant. Il fait passer tout son vécu dans ces 3 minutes et demie, puisque ça dure à chaque fois 3 minutes et demie. Mais alors, ce sont les sujets qui vous demandent les décors? Parce que lui, il vous a dit, j'aimerais bien que ce soit dans ma cave. Ah oui, oui. Dans la contrainte, c'est le plan fixe. Oui, bien sûr, la contrainte. Oui. Mais alors, après, on dans la négocie mesure le du décor. possible, Ouais. je leur propose, je leur dis, voilà, quel est le lieu où vous voulez être filmé. Alors très souvent, les gens disent chez moi. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Si je filme, par exemple, au Festival de Cannes, déjà là, il y a des contraintes. On va se retrouver souvent Sur dans la des Croisette. extérieurs, sur la Croisette, dans différents endroits, sur la terrasse de l'ancien palais du Festival. Bon, là, c'est différent. Mais j'aime bien leur donner la possibilité du choix du lieu, car les contraintes du cinématon sont telles, elles sont extrêmement perverses, je le sais très bien. Elles sont extrêmement difficiles. Mais je leur laisse quand même ce choix-là, et c'est très important parce que de filmer les gens dans des endroits où ils se sentent bien, ça leur permettra, disons, de faire passer peut-être encore plus de choses d'eux-mêmes. Car ce qui est très important, c'est que en aucun cas, je leur dis quoi que ce soit. En aucun cas, je leur impose une idée de mise en scène, ou simplement une idée, je me refuse. Si la personne me dit « qu'est-ce que je pourrais faire ?», je lui dis « c'est ton problème ». Je veux que ce qu'elle fera sur l'écran vienne d'elle à 100%. Mais alors ça vous coûte de l'argent, un peu. Ça vous rapporte C'est-à-dire rien. qu'au début, moi je disais toujours, le cinématon est le film le moins cher de l'histoire du cinéma. Ouais. J'ai révisé quand même cette définition parce que avec le nombre de films, bon, parallèlement, je tire des photogrammes, on en fait des cassettes vidéo, tout ça, l'ensemble et sur la quantité, sur le nombre d'heures, ça commence évidemment à faire beaucoup de. Quand même, vous le vendez. Ah ben, il y a des gens, j'ai des collectionneurs qui sont intéressés, qui achètent régulièrement des cassettes, des portraits qui les intéressent. Et puis aussi, il y a des cinématonnés qui désirent avoir dans leur vidéothèque leur propre cinématon pour le montrer à leurs amis, en fait pour faire de la publicité du cinématon, pour convaincre aussi d'autres amis d'être filmés. C'est une sorte de famille, le cinématon. Mais alors justement, par exemple, le 23 janvier à l'Épée de Bois, vous montrez des portraits d'écrivains. Oui. Alors ça se passe comment? Vous amenez vos portraits, les gens payent leur entrée, vous gagnez combien alors là-dessus? Non, mais là, à l'Épée de Bois, pendant toute la saison, une fois par mois, on fait une séance sur un thème précis. Donc, en novembre, on a présenté, par exemple, 20 cinématons de communistes. En décembre, 20 cinématons de buveurs. Là, on a choisi 20 cinématons d'écrivains. D'écrivailleurs. Voilà. Donc, on les extrait de la collection, on les montre dans une salle de cinéma, les gens viennent, ils voient les programmes dans les journaux et ils vont voir ça à la limite comme un film comme les autres. Ils sont devenus buveurs ou non? Ils étaient buveurs au départ. Bonjour monsieur, vous êtes buveur, vous m'intéressez pour mon cinématon, je vais vous filmer. Alors, non, ou alors il se trouve que dans le cinématon, ils se sont mis à boire, donc ils sont devenus des buveurs. Là, ce sont des gens qui boivent pendant leur cinématon. Oui, alors peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout buveurs dans la réalité et qui... C'est le cinématon, ils se disent je vais boire. Ça, il y a certaines personnes, je ne connais pas leur vie extra-cinématographique. Mais vous vous êtes pas dit une fois, j'aimerais bien faire un film quand même où les gens fassent ce que je leur dis? Oui, mais moi j'ai fait également beaucoup d'autres films parallèlement au cinématon. Dans un domaine qu'on dit cinéma expérimental, cinéma de recherche, moi j'ai fait quand même une dizaine de longs métrages, dont plusieurs ont été présentés à Perspective du cinéma français à Cannes, dont l'un était sorti qui s'appelle Les Aventures d'Éditeur Lay il y a quelques années. Mais j'ai toujours été fasciné par la recherche. Moi, pour moi, je suis un peu une sorte de poète comme ça. Moi, j'aime bien travailler tout seul dans mon coin. Que je fasse des courts-métrages, des cinématons ou des longs-métrages, c'est toujours de façon complètement artisanale. Alors, je me débrouille avec mes propres moyens, où j'ai été aidé à plusieurs reprises par des producteurs indépendants, voire par des mécènes, par Dominique Paigny, à une époque, il y a 15 ans, quand il était pas encore à la Cinémathèque française. Dominique Paigny m'avait beaucoup aidé. Et comme ça, les gens me connaissent, j'ai réussi à trouver un peu d'argent et à faire toutes sortes de films. Je tourne sans arrêt, n'importe quoi. Alors maintenant, de toute façon, vous avez Sam Carman à faire, puisque j'espère vous voir prenez son film. adresse. Et vous puis aussi, quand ils seront un petit peu plus grands, mais non, au contraire, moi ça m'intéresse beaucoup. Même très jeune. Bien sûr, j'ai été le premier à filmer Sandrine Bonner en 1982. Ça m'est arrivé souvent de filmer des gens
tout à fait au début, parce que c'est par des amis ou c'est par des parents. J'ai filmé Julie Delpy alors qu'elle avait 13 ans, par exemple, parce que je connaissais ses parents. Alors, mais bien écoutez, sûr, mais on est là pour se rencontrer, vous échanger en avez 6 d'un coup. Voilà, mais bien sûr. Eh bien, merci. Nous avons bien réussi à faire plusieurs cinématons ce soir. Alors maintenant, les petites nouvelles.